Bonjour. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être là. Merci. Et puis, remercier aussi l'équipe design de Blend Web Mix de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui m'est cher. Il s'agit de l'exclusion numérique et des enjeux pour le design d'interface et de services. En mars 2018, une enquête du CSA pour le syndicat de la presse sociale nous apprenait que 23% des Français, soit près d'un quart de la population quand même, 11 millions de personnes, sont mal à l'aise avec le numérique. Peu de temps après, en octobre 2018, le comité interministériel de la transformation publique annonçait « Notre ambition est que 100% des services publics soient accessibles en ligne à l'horizon 2022. » 2022, c'est demain. Si on rapproche ces deux chiffres, la question que je vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est qui sont ces 23% de personnes qui sont mal à l'aise avec le numérique et comment éviter de les exclure de 100% de services numériques en ligne. Alors, dans un premier temps, je vous propose de faire un petit état des lieux. 89% des Français disposent chez eux d'un matériel leur permettant de se connecter à Internet, soit un ordinateur, une tablette, un smartphone. Chez les plus de 70 ans, il n'y en a que 67%. 87% des Français possèdent une connexion Internet à domicile. Donc on peut dire que ce qu'on appelait pendant longtemps la fracture numérique, qui était une fracture d'infrastructure, n'est plus si importante. Elle a laissé place à une fracture d'usage. Parce que 12% des Français ne sont jamais connectés à Internet. 12%, ça représente à minima 5,5 millions de Français et qui ne sont jamais connectés du tout. Et là, il y a une enquête de l'INSEE qui est sortie très récemment, en octobre 2019, donc c'est tout neuf, qui dit qu'une personne sur 6 n'est jamais connectée à Internet, ne se connecte pas. Reste qu'on a quand même 75% des Françaises et des Français qui utilisent Internet au quotidien et 59% qui l'utilisent plusieurs fois par jour. Je pense qu'il y en a une bonne proportion ici. Mais entre ces deux extrêmes, ceux qui ne l'utilisent pas du tout et ceux qui l'utilisent quotidiennement, on a ceux que l'on appelle les abandonnistes. Les abandonnistes, ils sont 19%, ils représentent 19% de la population. Et en fait, ce sont les personnes qui, au cours des 12 derniers mois, ont renoncé à faire quelque chose parce qu'il fallait utiliser Internet. Alors, qui sont-ils ces abandonnistes ? En fait, ils sont très proches de la population française. On a 50% d'hommes, 50% de femmes, 66% d'actifs, 21% de jeunes de moins de 35 ans, c'est-à-dire les digital natives. Et puis, on a aussi des 50-64 ans, des gens qui vivent en zone rurale, des gens qui sont dans de grandes agglomérations. C'est vraiment très représentatif de la population française. Et le plus inquiétant pour tous ces gens, les abandonnistes, c'est que Internet n'est pas indispensable que pour accéder aux services publics, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais si vous travaillez pour une banque, pour une assurance, pour un établissement scolaire, un service de loisirs, un service de santé, un service B2B, une société de transport, une société qui fournit de l'énergie, que sais-je,
Vous savez à quel point la dématérialisation est avancée. Et il faut rappeler que la société est entièrement dépendante de services numériques. Tous les secteurs de l'activité humaine sont concernés, et ils sont concernés pour des services indispensables. Se nourrir, se loger. Alors se nourrir, par exemple, pour inscrire ses enfants à la cantine. Il faut un formulaire et puis on les inscrit par Internet, par exemple. Et puis aussi pour s'assurer, pour retirer de l'argent. Enfin bref, je ne vais pas tout vous énumérer, on est encore là demain. Donc ce sont des besoins vitaux. Ce n'est pas juste pour s'amuser. En l'an 2000, le W3C déclarait dans ses objectifs l'universalité du web. Mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou leur logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique ou leurs aptitudes physiques et mentales. On en est quand même un peu loin, presque 20 ans après, en 2019. Moins de 10% actuellement, moins de 10% des sites web sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Alors, les personnes qui ont des problèmes de mobilité, qui ont des difficultés à voir ou à entendre, devraient avoir un surcroît d'autonomie avec les services numériques, ne serait-ce que pour des bêtes questions de mobilité. Et maintenant, les faits, c'est tout le contraire. Si on rassemble tous ces chiffres, on a 40% de la population, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des études de l'INSEE et d'Emmaüs Connect, 40% de la population qui n'est pas autonome dans son usage du numérique. Il y a un enjeu sociétal qui est majeur. On l'a vu avec la dématérialisation généralisée. Il y a différentes études qui permettent d'identifier quelques catégories qui sont, dirons, particulièrement à risque. Les seniors, bien évidemment. Alors, il ne faut pas se leurrer, les plus de 70 ans, c'est presque une génération sacrifiée. Ils n'ont pas de culture du tout du numérique. Ils ont un peu de mal à se faire aux nouveaux usages, et on les comprend. Et même s'ils seraient intéressés par des achats en ligne, par exemple, ils sont un peu craintifs pour des raisons de complexité et un manque de sécurité. Mais on a aussi les fameux digital natives. Alors eux, ils sont hyper connectés, on les voit toute la journée. Enfin, dès qu'ils ont un moment de libre, ils sont sur leur smartphone. Ils communiquent sur les réseaux sociaux, beaucoup. Mais notamment dans des publics un peu précaires, on constate qu'ils sont incapables de se servir des services publics, par exemple, des sites institutionnels. Ils ne les connaissent pas, ils ne savent pas s'en servir. Et pour une recherche d'emploi, ils ne connaissent pas non plus les codes. Et puis, on a les personnes handicapées dont on parlait. Les personnes handicapées sont doublement touchées, d'une part parce qu'elles sont souvent isolées, elles ont besoin d'un apprentissage pour les outils d'assistance, les lecteurs d'écran, les loupes d'écran, etc. Et puis surtout, et principalement, les pages web et les sites ne sont pas accessibles par, d'une part, un manque de connaissances, une inculture, mais surtout un manque de formation des acteurs du web en général. On a aussi les familles monoparentales. Les familles monoparentales, c'est à 85% des femmes accompagnées d'enfants, seules. Et ces femmes, elles sont un peu dépassées par la technologie, parfois, et surtout, elles n'ont ni le temps ni les moyens de se former. Et puis demander à son enfant de l'aide,
même à des petits parfois qui sont plus autonomes qu'elle avec le numérique, on sait que c'est un peu frustrant tout de même. C'est pas la norme. La norme, c'est l'inverse. Et puis on a aussi les gens qui habitent dans les zones rurales. Alors eux, c'est double peine, hein. Ils ont le réseau, l'infrastructure qui est défaillante. Il y a encore des zones blanches actuellement, pas énormément, mais il y en a. Et puis ils sont isolés, ils ont peu d'espace numérique public. Il n'y en a pas beaucoup en zone rurale, ni d'associations pour les accompagner. Et puis il y a tous les autres. Et tous les autres, ça fait beaucoup de monde. Bien sûr, les personnes qui sont en situation d'illettrisme, mais aussi les entrepreneurs, par exemple, qui peinent avec le parcours tout numérique de la création d'activités, comme les auto-entrepreneurs, par exemple. On a aussi les personnes qui utilisent des applications métiers qui sont parfois complexes. Et si on les observe un peu, on se rend compte que le numérique, ce n'est pas toujours une aide. Parfois, c'est plutôt un problème, une source de stress et de complications. Et il y a aussi, dernièrement, il y a une étude également qui vient de sortir sur les réfugiés et les personnes sans abri. Et on s'est aperçu qu'elles utilisaient énormément, les personnes sans abri, les téléphones comme outil de socialisation. C'est un outil de socialisation important. Par contre, ils l'utilisent vraiment très peu pour faire valoir leurs droits ou faire des démarches administratives parce que c'est pas adapté. Alors bien évidemment, tous les acteurs du web, devant ce constat, qui n'est pas très brillant, se sont dit, il faut faire quelque chose. Et on l'a fait. On a inventé un mot. Alors, l'électronisme. L'électronisme, c'est un très joli néologisme, mélange de électronique et d'illettrisme. Il est bien pratique, ce mot. Il est bien pratique. D'ailleurs, les médias s'en sont rapidement emparés pour parler de tous ceux qui ne savent pas se servir d'Internet, qui n'y arrivent pas, qui ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Et puis, il est surtout bien pratique parce qu'ils permettent de ne pas trop se poser de questions sur ce qu'on propose à l'usager, mais plutôt de s'intéresser, de se focaliser sur son manque de compétences, son manque de connaissances, tout ça. Bien pratique. Bon, faut pas nier non plus que l'électronisme existe, qu'il y a besoin de formation, qu'il y a besoin d'accompagnement et qu'il y a des personnes et des organisations qui font ça très bien. Emmaüs Connect, par exemple, qui est très, très présent sur ce terrain. Emmaüs Connect accompagne les aidants, les personnes en difficulté. Ils accompagnent avec des formations, avec du prêt de matériel, avec de l'aide, notamment au niveau des démarches administratives. On peut aussi citer We Take Care, avec lesquels ils travaillent, qui fait un chouette boulot. Là, il y a une plateforme d'apprentissage, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Les Bons Clics. C'est assez intéressant parce que c'est une plateforme d'apprentissage pour les personnes qui ont besoin d'aide, mais aussi pour les aidants. Parce que ce n'est pas si simple que ça d'aider. Donc ils apprennent à aider. On a plus près de chez nous Fréquence École, etc. Enfin beaucoup d'autres associations et d'initiatives locales. Et bien sûr, on a la mission Société numérique du gouvernement, qui ne manque pas de propositions. Hein. Alors, ils appellent ça la mise en œuvre de stratégies territoriales numériques. Mais on y trouve des ressources et des services. Alors, on injecte de gros budgets dans ces services et dans ces initiatives. Et c'est très bien, c'est indispensable. Mais est-ce que ce sont les seuls indispensables ? Ben non, certainement pas.
On ne peut pas se décharger comme ça, tous les professionnels du web, on ne peut pas se décharger complètement sur les aidants, qu'ils soient bénévoles, amicaux. D'ailleurs, vous l'êtes probablement pour des gens de votre famille ou pour des gens que vous connaissez qui ont des difficultés, mais on ne peut pas se décharger complètement sur les aidants. D'autant plus que les aidants, aussi formés soient-ils, ils ne sont pas toujours à même de remplir un simple formulaire de création de compte. Parce que dans la vraie vie, du parcours du numérique semé d'embûches, on a parfois ça. Ceci n'est pas un fake. Ici, il y a un utilisateur qui ne parvient pas à remplir un formulaire sur le site de l'ANTS. L'ANTS, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés, permis de conduire, carte grise, etc. Et il a un message d'erreur qui lui répète en boucle qu'il faut entre 2 et 30 caractères pour que ça soit correct. Il interpelle donc, parce qu'apparemment son identifiant fait bien entre 2 et 30 caractères, donc il ne comprend pas. Il interpelle l'ANTS sur Twitter, et là on lui répond qu'il faut absolument qu'il remplisse toutes les cases de prénom, et que s'il n'en a qu'un, il n'a qu'à en inventer un ou deux autres, et que ce n'est pas grave parce qu'après de toute façon il pourra les enlever. Non mais franchement, comment est-ce que vous voulez que quelqu'un qui a des difficultés avec le numérique et qui ne peut pas obtenir une carte grise autrement qu'en passant par ce site-là, comment vous voulez qu'il s'en sorte? C'est pas possible. Alors non seulement la notification d'erreur n'est pas la bonne, parce qu'il n'y a pas du tout une histoire de 2 caractères, mais simplement une histoire que toutes les cases soient remplies, avec 2 caractères, mais il faut remplir toutes les cases. Et puis surtout, c'est quand même étrange de voir en 2000, je crois que c'était fin 2018 ou tout début 2019, je ne sais plus, il y a la date sûrement. Oui, c'était en 2018, non, juin 2019. 18, non, j'y vois vraiment rien. Bon. Et donc, il y a la réponse qui dit « Vous n'avez qu'à inventer des prénoms », c'est quand même étrange pour des titres sécurisés. Et encore, cette personne a eu le réflexe d'aller sur Twitter interpeller la NTS. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on peut consulter ou interpeller les services publics sur Twitter, par exemple. Alors, les concepteurs de services, ils ont une petite responsabilité quand même. Si des designers ont travaillé sur ce site, je ne sais pas comment ils ont pu concevoir ça, et s'ils ne l'ont pas conçu mais qu'on leur a imposé, parce que tout est possible, comment est-ce que les tests utilisateurs préalables à la mise en ligne, bien évidemment, n'ont pas pu faire remonter cette erreur? À mon avis, il n'y a pas eu de test. C'est pas possible. Ou alors ils avaient été super bien sélectionnés, ils n'avaient pris que des gens qui avaient au moins 3 prénoms. Donc pour éviter des erreurs aussi invraisemblables que ça, il faut écouter ces utilisateurs. On paye le prix fort en France de l'absence totale dans tout le parcours de création de l'utilisateur, de l'usager, du consommateur. Il devrait être présent au moment du cahier des charges. Parce que si vous savez ce que vous avez à proposer, eux, ils savent très très bien ce dont ils ont besoin. Et quand on les écoute, les personnes qui sont éloignées ou mal à l'aise avec le numérique, elles ont des tonnes de choses à nous dire. Que les formulaires sont mal conçus, qu'il n'y a pas moyen de faire état d'une situation particulière, qu'il manque de confiance dans le traitement des données, que les sites de vente en ligne sont trop complexes, qu'il y a trop d'informations, il y en a pour tout le monde. Tous
tout ça, ce sont de vrais retours d'utilisateurs et d'utilisatrices qui sont extraits du livre blanc contre l'électronisme. Alors ça tombe bien parce que dans le design, il y a des personnes dont c'est le métier de comprendre, d'écouter les utilisateurs. Ce sont les UX designers. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Chouette, bienvenue. Et donc, non seulement les UX designers, ils savent écouter, comprendre et interpréter ce que disent les utilisateurs, mais en plus, ils savent réaliser des tests d'utilisabilité. Alors ça, le test d'utilisabilité, c'est quand même pratique. Et en plus, si on écoute Jacob Nielsen, par exemple, qui nous dit qu'avec 5 personnes, on arrive à identifier 90% des problèmes d'utilisabilité d'une interface, ça fait quand même pas beaucoup, 5 personnes. À condition, bien évidemment, qu'il y ait quelques représentants des abandonnistes et des gens qui ont des difficultés avec le numérique, parce qu'autrement, ça n'a pas grand intérêt. Alors, si vous êtes une création, puisqu'il n'y a pas que des UX designers, il y a peut-être aussi des entrepreneurs ici, si vous êtes une entreprise de création d'outils ou de, je ne sais pas, de services numériques, embauchez des UX designers et donnez-leur la possibilité de rencontrer les utilisateurs, parce que c'est ça leur boulot. C'est pas la peine sur les offres d'emploi de demander les compétences en Photoshop. Hein, c'est pas leur boulot. Alors, avant de faire des tests, il faut quand même avoir quelque chose à tester. Si possible, un semblant d'interface. Même griffonné sur un bout de papier, ça marche, on peut avoir des bons retours avec ça, mais il faut avoir quelque chose à tester. Et donc, il faut concevoir. Et là encore, on ne le dira jamais, jamais assez, le bon sens, eh bien, ça ne suffit pas. Il faut respecter quelques règles et quelques standards, et par là même, respecter ses utilisateurs. Il faut respecter la vie privée, le facile à lire et à comprendre, l'accessibilité, la qualité, l'ergonomie. Alors oui, ça fait beaucoup, mais on ne va pas demander de toute façon à personne de devenir expert dans tous ces domaines en même temps. Mais il y a quand même un minimum, c'est de maîtriser les attentes majeures des utilisateurs. Le rôle des concepteurs d'interface, ce n'est pas de faire plaisir à leurs clients, s'ils sont indépendants, ou à leurs patrons, s'ils sont salariés. C'est de faire en sorte que le produit ou le service soit utilisable et utilisé par le plus de monde possible. Il y a quand même un tout petit enjeu économique, tout petit. Et pour faciliter l'usage, eh bien les règles et les standards, ça aide. En 2016, j'étais présente à Blend Web Mix dans une toute petite salle pendant 15 minutes pour parler de la base vraiment de l'accessibilité pour les web designers. Et pour tout vous dire, à l'époque, j'avais vraiment peur d'enfoncer des portes ouvertes. En 2019, les portes, elles ne sont même pas entr'ouvertes. Tous les 6 mois, Web Accessibility in Mind réalise des tests d'accessibilité automatique sur 1 million des plus gros sites, des sites les plus visités du monde. Et à ce jour, sur ce million de pages visitées, 852 868 ne respectent pas les standards en matière d'accessibilité des niveaux de contraste. 83,5% de contraste trop faible sur les homepages des plus gros sites du monde. Alors, je ne sais pas, il existe
Mais une tonne d'outils de contraste. Il y en a dans tous les outils pour le design, tous, vraiment. Ils sont pour la plupart gratuits, il y a des plugins, il y a des outils, tout ça. C'est quand même pas bien compliqué. C'était mon anniversaire il y a une semaine, là. Enfin, il y a un peu plus, peu importe. C'est pas trop tard pour me faire un cadeau. Donc, si vous voulez bien, occupez-vous de ces histoires de contraste. C'est quand même trivial. Et comme ça, la prochaine fois que je viens, dans 3 ans, je pourrais vous parler d'autre chose. Ça va me faire plaisir, vraiment. Bon, je vais vous parler d'autre chose de toute façon, parce qu'il n'y a pas que le contraste dans la vie non plus. Il y a aussi les intitulés incompréhensibles et sources d'erreurs. Alors à la question « Voulez-vous annuler le téléchargement ?» la réponse logique, ça serait oui ou non. Ben non, il y a eu des gens malins qui ont trouvé la bonne idée de mettre OK ou annuler. C'est super clair pour quelqu'un qui est déjà pas coutumier avec ça. Les mauvaises formulations. Erreur, tout a très bien fonctionné. Parfait. C'est des vrais, hein, c'est des captures. Votre profil est 100% complété. Est-ce que vous pourriez le compléter un peu plus, s'il vous plaît? Et puis, alors, je vous en ai pas parlé, mais de recherche intelligente, là, l'assistant de recherche, il assiste personne, hein, il propose partir politique à la place de parti politique. Et puis, il faut aussi arrêter d'embêter les utilisateurs avec des mots de passe contraints. Au final, ça réduit la sécurité. Indiquez le niveau de sécurité, refusez éventuellement les mots de passe trop courts ou trop simples. Mais aidez, conseillez, n'ajoutez pas de contraintes de tel ou tel type de caractère, ça ne sert à rien et c'est trop complexe. En plus, on s'aperçoit qu'un mot de passe long comme un jour sans pain, il est refusé par la machine, mais que par contre, password 1, 2, 3, point d'exclamation, ça passe, mousse et pampre. C'est pas très efficace quand même. Hein. Alors l'exemple des titres sécurisés, tout à l'heure, on le retrouve partout. Il y a une phrase qu'on entend beaucoup quand on pointe un dysfonctionnement, une mauvaise interface ou quoi, c'est « ouais, mais Google le fait ». Ah, bah si Google le fait alors. Oui, bah c'est pas une bonne réponse, parce que Google, il est comme les autres, il fait n'importe quoi. Enfin, c'est pas Google, c'est les gens chez Google qui font n'importe quoi. Sur certains points, en tout cas. Alors, pour l'occasion, j'ai créé une adresse Gmail. Enfin, j'ai essayé. J'ai donc rempli l'échange, je ne souhaitais pas mettre mon nom complet, j'ai donc saisi des initiales, je clique sur suivant et là on me demande si j'ai correctement saisi mon nom, oui, et mon nom d'utilisateur doit comprendre entre 6 et 30 caractères. Bon, très bien, je comprends, je rallonge mon nom d'utilisateur. Et je soumets, et là, avez-vous correctement saisi votre nom? Oui, je te l'ai déjà dit, j'ai dit correctement, c'est ça que je veux mettre. Bon. Vous pouvez hurler et dire oui, c'est ça, et recommencer, de toute façon, ça ne sert à rien. Donc, comme je suis fine mouche, j'ai rajouté un caractère dans le nom. Et ça marche, super. Et puis après, on me demandait ma date de naissance. Alors, c'est marrant parce que tous les labels sont au-dessus. Enfin là, carrément, il n'y en a pas de label à part la date de naissance. Mais la date de naissance, il est en dessous, au-dessus de non précisé. Je ne sais pas si ça vous semble clair, mais moi, pas très. C'est Google, hein. Et je me suis amusée, j'ai mis le 13 novembre 1899 pour rire, pour entendre, pour lire « Avez-vous bien saisi votre date de naissance ?» Eh ben là, non, ça passe. 120 ans, aujourd'hui. Bon, c'est très bien de permettre aux personnes de 120 ans de se créer des adresses sur Gmail, c'est très bien. C'est juste. Mais peut-être que là, quand même, il y aurait matière à vérifier que la date de naissance est bonne.
je ne sais pas, au moins juste vérifier. Mais je voudrais revenir sur cette gestion d'erreur, parce que quand même, la première formulation, elle est extrêmement bonne. Quand avez-vous bien saisi votre nom, on peut penser effectivement à de la bienveillance. On mène, on vérifie, c'est bizarre, un nom avec une lettre, donc on vérifie. Mais la deuxième fois, c'est pénible, la troisième fois, ça l'est aussi. Pourquoi ne pas simplement préciser qu'il faut 2 lettres dans le nom? Puisque c'est ça le truc, c'est qu'il faut au moins 2 caractères. Vous pouvez mettre le nom de votre chien si vous voulez, l'important c'est qu'il y ait 2 caractères. Donc pourquoi ne pas le dire? Et puis c'est pas une découverte quand même. Le heuristique numéro 9 de Nielsen, 1994, ça date pas tout à fait d'aujourd'hui. Les messages d'erreur doivent être rédigés dans un langage simple, pas de code, indiquer précisément le problème et proposer une solution constructive. Bravo. Ici, on donne l'impression que la machine sait des choses et que c'est pour ça qu'elle vous demande sans arrêt votre nom, si c'est le bien bon. Parce que, bon, je suppose que c'est la vraie raison, c'est pour récupérer des identités réelles. Mais ce n'est pas la bonne manière de le faire. Car pour des personnes qui n'ont pas de culture numérique, parfois la machine, elle est fourbe, pas sympa, et en plus elle sait des choses. Et quand je dis ça, je me moque de personne, vraiment, bien au contraire. Mais la conscience que vous avez de la communication machine-serveur, il y a des tas de gens qui ne l'ont pas. Et donc, ce qui se passe dans la machine se passe dans la machine. Et donc, la machine, elle veut son nom. Enfin bon, ça peut être extrêmement déstabilisant et surtout un peu inquiétant, inconfortable pour des personnes. Il faut donc rassurer. Et rassurer, d'autant plus qu'on a affaire à un public peu à l'aise. Alors, rassurer, c'est gérer correctement les erreurs, bien sûr, c'est expliquer, fournir un glossaire, par exemple, dès qu'on a des termes un peu complexes ou des termes métiers. C'est informer de façon claire, avec un langage simple et des messages positifs, et puis non culpabilisants. Et surtout, accompagner. Je voudrais qu'on se défasse, enfin, je pense qu'il faut se défaire de ce mythe de l'interface bien faite qui ne demande pas d'explication. Bien sûr, l'affordance, c'est important. Bien sûr, on doit travailler dessus. Mais une interface web, c'est tout de même un tout petit peu plus complexe qu'une chaise ou qu'une tasse. Et donc, il y a un niveau de complexité pour faire un parcours administratif, pour remplir des formulaires en dessous duquel on n'arrivera jamais à descendre. Donc, il n'y a pas de problème à expliquer. Ne vous dites jamais tout le monde le sait ou oh quand même c'est simple. Plus on est jeune, plus on a tendance à dire ça. J'ai entendu plein de gens très jeunes dire ça, mais quand même c'est simple. Oui, ben non, c'est pas simple. Il y a un site que je trouve exemplaire en la matière, c'est celui de la CAF. Enfin, pour les pages qui ont été refondues, ce qui n'est pas le cas de toutes. Ici, on a la page de la simulation RSA. On voit qu'il y a un menu d'aide qui est extrêmement complet. On voit aussi qu'on a une indication de ce qui va se passer quand on appuie sur le bouton « Commencer ». C'est l'ouverture dans une nouvelle fenêtre, dans un nouvel onglet. C'est indispensable pour les personnes qui utilisent des outils d'assistance et c'est franchement très confortable pour les gens qui ne maîtrisent pas bien l'utilisation du numérique. Parce que savoir qu'on va ouvrir un nouvel onglet qui n'aura pas le même aspect que le précédent, ça peut enlever une inquiétude. Donc, c'est pas très compliqué de l'écrire plutôt que de le cacher dans le code où personne ne le verra. Donc ensuite, on arrive sur cette page. Alors, cette page propose 3 étapes. Ce que je vais faire, ce dont j'ai besoin, ce qui va se passer après, j'y vais. Donc, franchement, c'est extrêmement rassurant, en tout cas. C'est très rassurant. Bon, c'est assez dépouillé et je vous l'accorde, probablement améliorable graphiquement, mais on a l'essentiel. On a des intitulés qui sont clairs, des pictos accompagnés de textes, l'indication de la durée, les documents nécessaires et bonus, en plus, on a une indication
de ce que c'est que ce petit point d'interrogation qui se cache à côté des champs et qu'on peut cliquer dessus pour avoir de l'information. Parce que figurez-vous que vos utilisateurs, ils ne savent pas qu'il faut cliquer sur un point d'interrogation ou un petit i qui n'a pas le même aspect que les autres boutons du site. Moi, j'ai vu plein de gens ne pas les voir du tout. Mais, parce qu'il y a un mais, le site n'est pas optimisé pour les mobiles. Et ça, c'est vraiment dommage parce que quand on a affaire à un public qui est précaire, on sait que l'utilisation de mobile, elle est massive. Donc, bon, ça aurait été bien d'optimiser ce site pour l'utilisation de mobile. Et puis, la sécurité aussi, c'est pas super de ne pas être en HTTPS à notre époque parce que les navigateurs l'indiquent. Donc, une indication de non-sécurité sur un site où on va saisir ses revenus, c'est pas une bonne idée. Hein. Imaginez que demain, on vous équipe d'un scaphandre pied lourd, comme ça, et qu'on vous invite à plonger dans un puits. Vous allez peut-être avoir une toute petite appréhension, non ? Eh bien, c'est un peu les conditions dans lesquelles se retrouvent les utilisateurs qui ne maîtrisent pas du tout l'environnement numérique. C'est un environnement obscur, hostile, avec un matériel complexe et sans assurance. Et pourtant, ça marche ce matériel. On peut respirer avec un scaphandre pied lourd, très bien. Du moment que la personne à la surface n'oublie pas de pomper pour vous envoyer de l'air. Mais depuis, on a fait mieux. On a fait le scaphandre autonome. Ah, ça va mieux tout de suite, hein. C'est ça votre job, donner de l'autonomie à vos utilisateurs et utilisatrices. Envoyez-les dans un grand bain plein de poissons multicouleurs. En fait, il est grand temps de généraliser l'interface autonome. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui vous apprend forcément à faire les choses. Il faut que les choses, elles soient suffisamment bien faites pour qu'on puisse les faire seuls, en autonomie. Des exemples d'interfaces inquiétantes, mal fichues, complexes, inadaptées, etc., on en a des millions, on pourrait y passer le reste de la journée. Et elles sont si nombreuses parce que probablement il y a un manque de formation important. Je donne des cours d'assurance qualité web dans des écoles en vue du passage de la certification OpQuest pour les professionnels du web à des étudiants, donc. Et pour ce faire, j'utilise les checklists de bonnes pratiques OpQuest, qui font entre autres partie des checklists de la Direction de l'information légale et administrative, la DILA, que vous connaissez peut-être. Et j'interviens dans ces écoles. Elles sont spécialisées en marketing, en e-commerce, en digital business. Mais également, j'ai des cursus développement, des cursus UX, Master UX, Master UI. Et une partie de ces étudiants et de ces étudiantes, pourtant déjà très avancés dans le parcours de formation, Master ça commence, ils n'ont jamais entendu parler d'un fil d'Ariane. Ils ne connaissent pas les différents contextes utilisateurs. Un lecteur d'écran. Ils ne comprennent pas certains termes. Un client, c'est forcément un acheteur, ce n'est pas le logiciel qui communique avec le serveur. Donc, bon, il y a un véritable problème à ce niveau-là, et ça ne concerne pas que les étudiants, parce que les concepteurs du site ANTS et du formulaire d'inscription Gmail, tout à l'heure, ils auraient bien fait de consulter la bonne pratique numéro 94, qui dit qu'en cas de rejet des données saisies dans un formulaire, les raisons du rejet sont indiquées à l'utilisateur. Ça vous rappelle quelque chose, non? Sauf que là, on dispose de la bonne pratique, de l'objectif, de la mise en œuvre et des moyens de contrôle. J'ai beaucoup insisté pendant cette conférence sur la gestion des erreurs.
sur la notification d'erreurs. C'est super important pour plein de gens, la notification d'erreurs, parce que c'est vraiment une source de stress et de panique. Le fait d'avoir un parcours à faire, de remplir des choses et de ne pas comprendre ses erreurs, c'est très paniquant. Je peux vous assurer que la plupart des points de friction qui ont été évoqués tout à l'heure et qu'on trouve par les abandonnistes, ils sont pris en compte dans cette checklist et il y a des bonnes pratiques pour y remédier. Alors, c'est en licence Creative Commons, c'est libre de droit, c'est libre d'utilisation. On dispose également de checklists spécifiques, web mobile, web perf, premier pas vers WCAG, des sujets qui sont majeurs pour l'inclusion numérique. Et ces bonnes pratiques concernent tous les métiers du web de façon transverse. Alors, s'il vous plaît, utilisez-les parce qu'elles sont toutes rassemblées au même endroit, c'est super pratique. On se place ici toujours du point de vue de l'utilisateur et on prend en compte ses capacités différentes ou ses difficultés à accéder à nos interfaces. Il y a aussi à destination plus particulièrement des services publics et en un petit peu moins pratique, les 10 principes d'une démarche en ligne exemplaire. Bon, c'est des bons principes, mais il n'y a pas vraiment de mise en application. Enfin, si, derrière, il y a quelques exemples. Il y a le livre blanc contre l'électronisme qui est publié par le syndicat de la presse sociale et qui est un état des lieux vraiment extrêmement précis de l'électronisme en France actuellement. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à le lire, c'est vraiment intéressant. C'est un petit pavé, mais c'est bien. Et puis, bien sûr, je n'ai pas abordé tous les sujets. Hein. J'ai survolé plein de choses parce qu'en 40 minutes, c'est pas possible. Mais il y a vraiment des solutions que nous devons apporter. Et si nous ne sommes pas vigilants, nous allons reproduire toutes les erreurs et les injustices et les exclusions du passé qui ont conduit à des drames qui sont historiques. Nous fabriquons actuellement, le numérique, c'est tout jeune. À l'échelle de l'humanité, c'est vraiment tout jeune. Et nous fabriquons un monde numérique qui est l'exacte réplique, en pire, du vieux monde qu'on était censé corriger et améliorer. Alors, tous les professionnels du web sont concernés. Il n'y a pas que les designers. Ils doivent tous prendre leurs responsabilités, se former, être attentifs, garder à l'esprit que nous avons un pouvoir. Mais on a un pouvoir absolument immense, quoi. On a un super fort impact sur la société avec tous nos outils numériques. Et parfois des impacts qui peuvent, pour certains, être des questions de survie. Donc la moindre des choses, c'est de se questionner et de prendre ses responsabilités, et puis surtout de prendre le parti des utilisateurs et des utilisatrices, parce qu'ils ont droit à toute notre attention, et puis c'est pour eux que nous travaillons. Et on a tous à y gagner et toutes à y gagner, je pense. Voilà, je vous remercie.